Si tu penses que tu ne te blesseras jamais, tu te mens à toi-même. Et le jour où ça t'arrivera, ça ne sera pas ton corps le plus touché, mais ta tête. Cet épisode est évidemment pas conçu pour les extrêmes, pour les personnes étant dans un lit d'hôpital et étant incapables de bouger. Bien que, il y aura des facteurs, des conseils, des astuces, des tips qui seront donnés durant cet épisode, basés sur la psychologie humaine, de ce que j'ai pu expérimenter de mon côté à moi, pour que ça puisse t'être utile, si t'es dans l'une de ces conditions malheureusement. Sinon, ça sera plus tourné vers tout ce qui est type de blessures quotidiennes, sportives, et tout ce qui en découle. J'étais dans mon lit, et je décide d'appeler ma copine et de lui dire que c'était fini, que j'en pouvais plus, et que je ne pensais qu'à une chose, c'était de foutre ma vie en l'air. J'étais empli de douleur, sachant nullement d'où ça venait. Je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça s'anéantit sur moi? Qu'est-ce que j'ai demandé au monde, en fait? Un ami à moi a essayé de m'appeler parce que je ne répondais plus au téléphone. Ma copine pensait que j'avais tout simplement mis fin à mes jours. Puis elle est rentrée. Et elle m'a trouvé sur le lit, complètement avachi, à regarder le plafond. Et juste à ne plus savoir quoi faire. À 6 ou 7 heures du matin, pris sous la douleur, je prends la porte du placard et je l'explose en fait, littéralement. Et tous les verres qui sont à l'intérieur, ou du moins une partie, éclatent complètement. Je claque la porte, alors qu'il est, je le rappelle, 6h30 du matin environ. Je suis dans un hall d'entrée où il y a 3 paliers de portes différentes. Autrement dit, des gens dorment, des gens sont à côté, des gens ont tout entendu. Je m'accroupis à côté de l'ascenseur et je crie de toutes mes forces, sans à aucun moment me demander si les gens, les voisins du palier allaient potentiellement prendre peur et appeler la police. Je monte dans ma voiture et je pars en direction du travail. J'ai pris des bains froids à outrance pour essayer de régler ces problèmes en question. Mais jamais rien s'est résolu. J'ai fait un tas de régimes. J'ai mis des aliments de côté. J'ai fait des crises à l'issue de ça. Mais aucun résultat. J'ai fait des tests, je suis allé voir des ostéopathes, passer des radios. Je me suis fait infiltrer un produit radioactif pour essayer de déterminer, en passant dans un appareil, si j'avais un problème quelque part. Aucun résultat. Je continue de me documenter, de m'informer. Je stresse en regardant sur internet ce qu'ils disent. J'essaie de pas paniquer, mais c'est plus fort que moi. Je suis au travail et je suis sur mon téléphone et je ne fais que regarder ça. Je suis dans la voiture, je rumine, j'essaie de me rassurer à travers des paroles, mais c'est pas assez. Je commence à perdre espoir. J'ai eu des tendinites, des lésions musculaires, des potentielles déchirures aussi. La liste est longue en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Je connais plein de gens, et peut-être certains qui écouteront cet épisode ou qui le regardent actuellement, qui sont dans cette phase où ils sont blessés. Que ce soit à la cuisse, à la cheville, au poignet, au coude, au cou, qu'importe. Que ce soit une déchirure, une tendinite, une fracture, une lésion, on s'en fout. Ils ont tous un point commun. Ils se victimisent. Ils restent chez eux en attendant que ça passe. Sans rien faire. Et ça me fait profondément chier en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une mentalité que tous les Français abordent. Et je vais te dire pourquoi. Parce que à l'heure actuelle, je suis encore chez mes parents. Et on parle pas forcément nécessairement d'une blessure ici, mais on parle plutôt d'une maladie. Et ma mère est très souvent malade. Elle fait à peine 50 kilos, ou peut-être un tout petit peu plus. Elle travaille à l'usine. Elle donne corps et âme pour tout simplement vivre,
en fait, tout simplement, et aussi également contribuer à sa vie de famille. Mais elle a un gabarit beaucoup trop petit, en fait, par rapport à ce qui lui est demandé. Et du coup, elle enchaîne beaucoup de choses où on n'a jamais réellement résolu la chose. Pourtant, on est parti aux urgences, on a déjà eu des frayeurs, etc. Et récemment, elle était malade pour je ne sais quelle raison. Et arrivant dans mon hall d'entrée, je mets ma paire de chaussures, j'allais certainement courir ou aller à la salle de sport. Je l'ai surpris et je pense que c'est pour la majorité des gens à rester sur le canapé et attendre que ça se calme en fait, que ça passe. Sauf qu'il faut que vous compreniez, il faut que tu comprennes une chose. Vraiment, c'est essentiel. Quand tu es malade, encore une fois, ne prenons pas les extrêmes, ok. Mais si tu es malade et que ça ne t'empêche pas pour autant de bouger, sors, va marcher. T'avais l'habitude de courir, marche. T'avais l'habitude d'aller à la salle, porte des poids plus légers, mais moins de volume. Mais reste en mouvement. Ce n'est pas en restant sédentaire que les choses vont s'arranger. Et c'est exactement la même chose avec la blessure. Tu as mal quelque part, ce n'est pas une raison pour rester chez toi avec ton paquet de chips et Lay's, à déprimer, à repenser à tes vieux antécédents sportifs et avoir ce discours dans 40 ans à dire à des petits jeunes: ah, mais moi, à votre âge, j'étais comme vous, mais après, je me suis blessé, blablabla. Non. T'as juste pas fait l'essentiel, en fait. Il faut constamment rester en mouvement, en fait. Tu vois, c'est bête, mais je me suis surpris la dernière fois être dans la cuisine et de bouger des pieds comme ça. Tu vois, de faire des petits bouger. Alors, c'est mignon, hein. C'est mignon, évidemment, je suis en train de manger. Si on prend du recul sur la situation, t'as un mec qui est en train de manger et si tu vois ses jambes, tu vois ses pieds qui font comme ça, tu vois. C'était juste parce que, actuellement, et c'est l'un des motifs, et en tout cas, c'est la cause, ou c'est la chose qui m'a poussé à faire cet épisode aujourd'hui, c'est que je me retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle blessure. Ok. À cause, je pense, du sport. On reviendra dessus juste après. Et donc, j'optimise absolument quasiment tout. Je ne veux pas rester assis à ne rien faire. Donc, je bouge mes pieds pour essayer de faire un petit peu circuler le sang dans mes jambes, etc. Je me masse avec un rouleau de massage. Je me masse aussi avec mes mains. Je me mets de la crème aussi. D'accord, comme de la baume du tigre par exemple. Je vais m'étirer. Quand je vais par exemple aller courir, je vais redescendre mon volume, malgré l'ego qui prend un coup, et je vais augmenter progressivement. Et s'il faut, durant la course, si ça me fait mal, je vais remarcher un peu. Je vais faire de la marche, puis de la course, puis de la marche, puis de la course. Et je vais évaluer à chaque fois, à l'issue de chaque sortie, comment j'ai eu mal, à quelle échelle j'étais. Si j'étais inférieur à 3 sur 10, c'est bon signe. Si j'étais supérieur à 3 sur 10, fais attention pour la prochaine fois. Ou potentiellement, fais une autre activité tierce, comme du vélo, de la natation. Bref, ça dépend évidemment de ta blessure. Ok, si t'es blessé quasiment de la tête aux pieds, bon, ça peut être par exemple juste le fait de te concentrer sur un autre pilier de ta vie, outre que celui du pilier physique, qui est celui du sport. Donc te concentrer sur la lecture d'un livre, entretenir un journal intime, faire des vidéos, du podcast, enfin, fais vraiment ce qui peut te plaire sur le moment et te convenir. Mais surtout, ne reste pas à rien faire. Parce que ça, c'est vraiment la pire des choses. Tu retournes courir, tu retournes à la salle, tu retournes nager, tu retournes faire du vélo, tu retournes à l'équitation. Je ne sais pas quelle est ton activité. D'ailleurs, tu peux me le mettre en commentaire ou me le dire en message privé directement. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il en est de ton côté, mais il faut que tu évalues à chaque fois. Tu y revas step by step. Il y a un truc qui s'appelle, en musculation, la surcharge progressive. Et je trouve ça super intéressant parce que cette surcharge progressive en question, ça ne colle pas qu'à des teuteux, hein, comme certains diraient, qui soulèvent des poids et qui veulent juste mettre du poids de plus en plus lourd sur leur barre. Eh bien, tu sauras, mon ami, que cette philosophie de la surcharge progressive peut s'accompagner et se coller à tous les piliers de ta vie. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un dans une discussion? Ok, pas de souci. Essaye de reprendre tranquillement les rênes. Peut-être pendant un certain temps, il n'y aura aucune nouvelle. Et puis à un moment, tu lui renverras un message, juste pour demander comment ça va. Elle va te répondre. Ok, waouh, incroyable. Pendant 3 semaines, on n'a pas parlé là. Elle m'a répondu, elle m'a dit ouais, ça va, et toi? Ok, il y a un début. J'insiste pas. Je vais pas ni faire le forceur ou quoi que ce soit.
Prochaine fois, tu envoies un message et potentiellement, tu envoies une photo de toi, un selfie, en mode ah, regarde, je suis ici, machin. La prochaine fois, tu entames une vraie conversation. Y aller step by step. Ne pas traumatiser, que ce soit la relation avec la personne ou la blessure que tu as actuellement. Il faut penser à quand tu démarres une séance de sport. Je vois beaucoup trop de gens encore qui ne s'échauffent pas avant. Et ça me rend fou. Parce que, est-ce que tu aimerais, toi, que le matin, on te réveille avec un seau d'eau froide sur la gueule? C'est exactement le même principe avec ton corps. Quand tu passes d'une activité où tu es assis sur ton bureau et ensuite tu bascules à ta séance de sport et tu ne t'échauffes pas. Tu passes directement à soulever 0 kg à 40 kg, 50, 60, 70, 100, sans t'échauffer quoi que ce soit. Mais est-ce que tu penses que ton corps là-dedans, il te remercie dans l'histoire? Alors non, t'as pas de douleur. En tout cas, pas pour le moment. Souviens-toi ce que je t'ai dit en début d'épisode. Tu t'es peut-être jamais blessé, mais au moins une fois dans ta vie, tu te blesseras. Et tout ce que je dis là, ça te concernera. Donc tu peux enregistrer la vidéo, mettre un like, t'abonner et mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour retrouver cet épisode quand ça n'ira pas de ton côté. C'est super important, cette notion de surcharge progressive et surtout de mettre son ego de côté. Et c'est certainement mieux de faire ça que de cesser toute activité. J'ai un ami qui d'ailleurs m'a accompagné sur mon 100 km récemment, qui est donc un autre ami à moi que je connaissais et qui est de longue date d'ailleurs. Axel, si tu passes par là, mec, gros big up. Je me permets de prendre ton exemple, ok, mais sans forcément rentrer dans les détails parce que je connais pas forcément nécessairement plus son histoire, mais on m'en a brièvement parlé. Une douleur au genou, d'accord, pour Axel. Une douleur à la jambe, du moins, je sais pas vraiment où ça se situait, mais il était vraiment pas bien à l'issue de ça. Et j'ai l'impression que ça s'est pas nécessairement arrangé avec le temps. Alors qu'en est-il maintenant, je ne sais pas. J'espère pour lui que ça va mieux. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas nécessairement très positif. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait pour résorber le problème, du coup? Est-ce que ses nuits de sommeil sont bonnes? Est-ce qu'il boit au moins 2 litres d'eau par jour? Est-ce qu'il a une source de protéines correcte, même voire optimale, dans sa journée? Et est-ce qu'il pratique une activité physique qui ne lui fait pas mal, mais qui permet de faire circuler le sang et donc de permettre une meilleure cicatrisation, tout en jouant sur ton mental en mode j'ai quand même fait quelque chose de ma journée. Je suis pas resté là à penser à ma douleur, à dire ah j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Quand va naître-t-il? Ah non, c'est pas français ça. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Tu vois? Ça, c'est trop le mood dans lequel il faut pas se plonger, les amis. Et je sais, hein, toi qui me regardes, qui t'es déjà blessé, et je l'ai fait. Et récemment encore, il y a tout juste 48 heures, je suis parti courir. Et je me suis surpris à me dire dans ma tête, et je me suis même noté la phrase parce que je l'ai trouvée assez forte, chaque pas me rappelle à quel point je suis foutu. Juste pour contextualiser rapidement, je sors d'un 100 km de course à pied. Avant ce 100 km de course à pied, j'avais déjà une gêne derrière la cuisse. Après le 100 km, bien que je m'attendais à quelque chose d'absolument plus pire sur mon corps, parce que je n'ai aucune séquelle, cette douleur à la cuisse ne s'est évidemment pas arrangée. Et ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et j'ai une autre compétition en octobre, un backyard ultra. Si tu es un fada de l'endurance, et si c'est pas le cas, c'est une compétition assez costaud qui peut vraiment, vraiment te faire sortir de ta zone de confort. Et je me suis surpris à me dire ça. Et j'ai dit, faut que tu notes parce qu'en fait, c'est pas du tout la mentalité à adopter, en fait. La mentalité doit être complètement l'inverse. C'est plutôt chaque pas me rapproche de la guérison. Alors évidemment, et souviens-toi ce que je t'ai dit, et ça c'est quelque chose qui a été étudié. C'était vu dans ma certification, donc tu peux me faire confiance là-dessus. Et pour l'avoir testé sur moi-même et sur certains autres élèves, je peux te confirmer que ça fonctionne. Si ta douleur lors de l'activité physique est en dessous ou égale à 3 sur 10, tu peux continuer. Tu n'aggraves pas ta douleur. Au contraire, tu fais circuler le sang, tu la fais travailler, mais sous un aspect plus léger. Et des fois, pour atteindre ce seuil de 3 sur 10, il faudra que tu baisses ton volume, que ce soit en musculation, en course à pied, ou etc. Ça peut même complètement retourner au stade débutant juste pendant un certain temps, le temps que tu t'adaptes à la douleur, ou du moins que tu dépasses pas ce seuil de 3 sur 10. Si tu sens que tu as dépassé le seuil de 3 sur 10, arrête-toi instantanément durant l'entraînement. Après, et ça c'est à titre d'exemple et à titre personnel, je pense qu'il y a des exceptions
évidemment, ne prends pas et ne retiens pas que ça de l'épisode, parce que c'est évidemment pas le but, mais ce que tu peux retenir, c'est que parfois, il faut pas chercher à comprendre, mais d'un jour à un autre, on exagère un petit peu sur les termes, même si potentiellement tu ne te serais pas écouté, la douleur va partir. Mais, et je tiens à poser un mais, elle reviendra. Souvent, quand c'est une tendinite, ou tendinopathie, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Moi, j'ai une douleur toute simple, gauche, coude gauche. Elle part pendant 2-3 mois, puis elle revient. Et quand elle revient, je suis en mode, bon, Tom, il va peut-être falloir peut-être aller consulter ou faire quelque chose, tu vois, ou juste t'écouter, en fait, tu vois. Puis elle repart, puis je recommence. J'ai adapté, évidemment, pendant le moment de la douleur, donc je changeais d'exercice dans le cadre du renfo, etc., etc. Et pourquoi je vais pas voir un professionnel, tu me diras? Bah, la réponse est toute simple. Je n'ai rien contre les médecins, les ostéopathes, les chirurgiens, tous les professionnels de santé qui tournent autour de la blessure en elle-même, j'ai rien contre eux. Ok. Ostéopathe, même, je dirais que c'est peut-être l'un des seuls praticiens que j'irai encore voir encore, ça dépend lesquels, avec confiance. Le reste, c'est ciao, bonsoir. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais même te donner un exemple tout frais. Et comme ça, je vais en profiter pour passer un coup de gueule aussi en même temps. Parce que ça me rend fou. Souviens-toi, je t'ai parlé de ma mère avant, qui, entre guillemets, enchaîne les problèmes de santé. Récemment, elle est partie aux urgences. Elle nous a fait une petite frayeur, parce qu'elle avait un problème. Bref, on va pas nécessairement rentrer dans les détails, mais elle est rentrée des urgences avec mon père, c'était quasiment minuit, enfin bref, il rentre super tard. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Ils m'ont mis sous. Et j'ai perdu le terme. Putain, fais chier. Pas anti-inflammatoire, mais putain, tu sais, le truc qui est super fort. Mais j'ai oublié le terme. Bon, ça me reviendra peut-être. Elle me dit le terme en question. Et là, et là, en fait, je tourne les yeux et elle me dit, je sais ce que t'en penses. Elle dit, je sais ce que tu penses là maintenant, tu vois. Genre, parce que ma mère, elle sait très bien, elle connaît mon avis sur la médecine française. Et ça, j'ai déjà fait plein de Roland, entre guillemets, de coups de gueule dans mes épisodes, parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend fou, en fait. C'est comment tu peux mettre une personne qui a 52, 53 ans, qui fait 1m60 les bras levés, qui pèse, je te l'ai dit, à peine peut-être 50 kilos, j'ai peur de dire une connerie, mais non, je crois que je me trompe pas. Comment tu peux lui administrer des doses de traitement qui ne sont pas adaptées sous prétexte qu'on ne connaît pas ton problème. Donc du coup, tiens, on va te donner ces traitements super forts pour simplement atténuer la douleur en attendant qu'on trouve le vrai problème, ou alors peut-être que par chance, le problème se solutionnera tout seul. Donc c'est-à-dire que tu mets en danger la santé de ma mère parce que tu n'es pas capable de trouver une foutue solution, en fait. Moi, j'ai plein d'autres exemples comme ça, hein, où je vais chez le médecin généraliste, il ne sait pas quoi faire par la situation, tellement elle déborde de son quotidien et de ce qu'il a l'habitude de dire et de faire. Si c'est pas une gastro, ou si c'est pas une angine, ou si c'est pas je ne sais quoi, ah bah tout de suite, va voir tel médecin spécialisé, etc. Moi, je vais pas mouiller, etc. Bon. Et quand tu vas voir des spécialistes, on te met sous traitement. Souviens-toi ce que je t'ai dit il y a 3 semaines, quand j'ai fait un épisode où j'étais au bout de ma vie, on était juste avant le 100 bornes, et il y avait littéralement tout qui me tombait sur la gueule, que ce soit sur différents piliers de ma vie. Le pilier environnemental, l'environnement social était terrible. J'étais en pleine, entre guillemets, dispute, enfin, tout se cassait la gueule littéralement. Il y avait le 100 bornes qui me prenait la tête, j'ai commencé à avoir une blessure, et en plus de ça, on m'annonce que je vais devoir me faire opérer. Parce que si t'as pas suivi, j'ai un kyste derrière le cou. Il faut que je me fasse opérer du cou. Je me fais opérer le 29 août. Paix à mon âme. D'ici que je meure, du coup, dans 1 mois et demi, on aura le temps de faire encore quelques épisodes. Donc t'as le temps encore un peu de profiter de moi. Je suis arrivé, ils m'ont dit, tenez monsieur, voici des médicaments. Ils n'ont ni dit ce que j'avais dans le cou, ils n'ont ni regardé ce que j'avais dans le cou. Ils m'ont dit, tenez, on verra si ça se calme, revenez dans 15 jours. Alors je peux comprendre qu'il y a une question de logistique, de flux, de si tout le monde se concentre à 100% sur eux et on fait un suivi individualisé pour chacun, sachant que c'est à titre gratuit parce qu'en France on a la chance d'être remboursé. J'ai bien conscience qu'on est obligé, entre guillemets, un petit peu d'éponger et de faire le tri
comme les feux rouges qu'il y a dans des intersections, en fait. On doit garder un flux qui bouchonne pas, en fait. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais soyons un petit peu humains, non? Je sais pas. Est-ce que tu penses sincèrement que quand ça fait 30 ans que t'as le même patient qui vient te voir, qui a des maux de tête, qui se sent pas bien, etc., et que toi, tu lui files des ordonnances sur des médocs sur médocs, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu voudrais mettre la personne en vigilance et lui dire, alors attendez, monsieur ou madame, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous buvez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez une activité physique régulière? Et à partir de là, ok, administre-lui des produits, des traitements, si toutefois tout ça c'est entre guillemets respecté, qu'il y a déjà les bases. Mais si la personne a un mode de vie dégueulasse et que tu vas lui donner je sais pas quoi pour lui calmer la douleur, mais déjà qu'il se concentre sur ça en fait. Et là, je reprends typiquement l'exemple de ma mère. Aujourd'hui, ma mère, je ne veux pas voir l'état de son foie. J'ai peur de voir ça. Et j'ai peur des répercussions que ça aura sur elle, sur le long terme. Et c'est sûr qu'elle en aura. Malheureusement, c'est certain. Ça fait 30, 40 ans qu'elle s'inflige de médocs tous les jours. Tous les jours. Il y a forcément un moment donné où son corps, il va dire merde. Si ce n'est pas voir autre chose avant. Je veux absolument pas paraître pour quelqu'un de pessimiste. Mais seulement, il faut que tu comprennes que avant d'aller voir un médecin, un pratiquant, donc que ça soit un médecin généraliste ou que ça soit un médecin spécialisé ou un ostéopathe ou que sais-je, s'il te plaît, essaye avant tout de trouver une solution par toi-même. C'est trop facile d'aller voir un chirurgien ou un praticien pour lui dire « S'il vous plaît, opérez-moi, j'ai trop mal ». Mais est-ce que tu as fait quelque chose en amont pour solutionner ce problème? Petite pub pour Cas Suisse. Je le mettrai dans les sources de l'épisode, quelqu'un que j'écoutais beaucoup avant ces podcasts, qui a eu des gros problèmes au niveau des épaules. C'est quelqu'un aujourd'hui, tu vas avoir une bête de physique, une bête de lifestyle, bref, une bête de vie le mec, vraiment. C'est un préparateur physique. Il avait des gros problèmes aux épaules et pour les médecins, la seule, et je précise bien, la seule solution, tu sais c'était quoi? Monsieur, on doit vous opérer. Voilà. Monsieur, on doit vous opérer. C'est la seule phrase qu'ils ont à la bouche. Et lui, à ce moment-là, il a dit, c'est mort. Je vais trouver des solutions par moi-même. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais va voir les sources que j'ai mis en description, je mettrai sur Instagram. Comme ça, t'as directement sa tête, etc. Et tu pourras te rediriger vers son podcast si t'es un peu plus intéressé. Regarde son physique d'aujourd'hui. Il n'a plus aucun problème. C'est l'expert, entre guillemets, d'Instagram sur la mobilité. Parce qu'il a fait de son propre côté de la mobilité, des étirements, des exercices de rééducation. Tout ça, ça a marché. Et quand je me suis surpris à voir ma mère sur Instagram ou TikTok en train de scroller pendant ces jours où elle était censée être en repos, je voulais lui dire, mais pourquoi tu mets pas ta paire de chaussures et tu vas marcher à une allure très tranquille, si ce n'est voir limite être là au sol à ramper avec les bras, je m'en fous. Juste va prendre l'air, va marcher un petit peu. Parce que juste le fait de rester coincé, tu vas juste appauvrir ton système immunitaire et tu vas tomber encore plus facilement malade. Et après, c'est un putain de cercle vicieux. C'est comme tous ces gens-là. Je suis allé à la pharmacie il y a 3 semaines. Rare les fois où j'y vais, mais du coup, j'y suis allé avec mon ordonnance pour prendre leur putain de médoc pour mon kyste, qui, oui, a bien fonctionné, mais je suis pas sûr que mon corps, lui, par contre, il est très bien apprécié. Tous ces gens-là, je suis désolé, hein, vraiment, c'est vraiment pas une critique ou quoi, mais ils sont tous dans une condition, sous une santé, mais complètement déplorable. Les 3/4 sont obèses. La moitié sortent, vont fumer leur clope. C'est aberrant. La santé, à l'image de la France, à l'échelle de la France, elle est catastrophique. Pour moi, elle est catastrophique. Et là, je me dis, ok, tous ces gens-là, ils viennent sous ordonnance ou viennent chercher des Doliprane ou des trucs parce qu'ils ont des douleurs à X ou Y, mais déjà, contentez-vous d'un meilleur mode de vie, en fait. Et vous aurez 90% de ces douleurs, de ces choses que vous avez qui se résoudront. C'est les bases, hein. Mais pourtant, beaucoup trop de gens ont tendance à l'oublier. Adapte ta vie quotidienne, adapte tes entraînements aussi. Et c'est là toute l'importance, comme je t'ai dit avant, d'avoir une surcharge progressive. Et pour avoir une surcharge progressive, il faut savoir impérativement ce que tu as fait la séance d'avant, et la semaine, les 2 semaines, les 1 mois qui ont précédé.
je suis un taré de l'organisation et je suis très bien conscient que je suis certainement le seul sur cette putain de planète Terre à vraiment pousser les choses et à optimiser les choses au niveau de ma programmation, au sujet de tout ce qui est trié dans mon ordinateur, etc. On m'a déjà dit que ça faisait peur. Ok, que je faisais peur des fois, mais je m'en fous, en fait. Moi, je m'en sens bien comme ça. Et c'est ma seule manière de, justement, entre guillemets, avoir un bon physique et optimiser mon entraînement de la meilleure des manières possibles. Alors tu me diras, là, oui, t'es blessé, machin, mais bon, oui. Mais il faut pas oublier une chose non plus, et c'est moi qui l'ai choisi, mais je fais du 7 sur 7, ok. Et je n'y vais pas non plus tout doux avec moi, ok. Je pourrais y aller beaucoup plus tout doux. Et franchement, pour toute l'activité que je fais, je pense que je m'en sens vraiment pas mal au niveau des blessures ou ce genre de choses. Et j'ai toujours su me rééquilibrer. Donc, hyper important, à toi qui me regardes, et une programmation. Et je te parle pas d'avoir un tableau sheet, Excel compliqué, etc. Juste, pour moi, il est important de trier les choses pour facilement les retrouver ensuite, parce qu'après, c'est un brouillard mental quand il s'agit d'aller les rechercher. Mais tu peux faire ça dans ton fichier notes sur Apple, même si je trouve que ça fait vraiment très débutant. Mais tu peux même t'ouvrir un petit fichier sheet et juste tu fais 3 colonnes, tu vois, on s'en fout, mais tu notes. Noir sur blanc, combien t'as fait de kilomètres si tu fais de la course à pied, combien t'as soulevé si tu fais de la muscu, combien de kilomètres t'as nagé si tu fais de la natation, combien d'obstacles t'as sauté si tu fais de l'équitation, tu vois, il y a une tonne d'exemples comme ça. Les différents types d'exercices que t'as fait si tu fais de l'escrime, enfin, les sports, c'est pas ce qui manque, ok. Mais il faut que tu prennes des notes. Et en même temps de prendre ces notes, à côté des données potentielles que tu aurais notées sur le poids, les données, etc., mets des petites notes. Petite douleur à tel endroit. Ok, échelle de 1 à tant. Ok, amélioration sur un tel truc. Ok, là, ça m'a plus tiré que machin. Et toutes ces choses, tu pourras rebondir dessus. Et généralement, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que tu n'auras pas besoin en fait de rebondir sur ces choses en question. Pour la simple et bonne raison que juste le fait de l'avoir noté, tu vas t'en souvenir plus facilement. Et ça, c'est super important. Et le fait de prendre des notes constamment comme ça renforce la gamification. Tu sais, c'est quoi la gamification? C'est le fait de gamifier sa vie. Ta vie, c'est un jeu vidéo. Quand t'es dans ton jeu vidéo et que ton perso, il a plus qu'une barre, tu vois. Genre, tu t'es fait attaquer par des zombies avant, etc. T'es dans le mal, tu vois. Il faut que tu te reprennes des barres. Et généralement, qu'est-ce qui fait ça? C'est soit tu vas les ravitailler dans un endroit précis sur la map, soit tu attends un petit peu et la barre va remonter petit à petit. C'est exactement le même principe ici. T'as cette satisfaction de quand tu notes des choses, de putain, j'ai rempli une case. Ok, je prends le contrôle sur ma vie, je prends le contrôle sur ma blessure. Une barre en plus. Putain, je me sens un peu mieux. Je peux à nouveau un petit peu courir. Une barre en plus. Putain, ça y est, c'est bon. Je peux reprendre l'activité physique que je faisais avant. Boum. Ta jauge, elle est remplie à 100%. Et pourtant, c'était mal barré au début. Hein. Mais tu t'es fait confiance. Et ce putain de premier pas, les amis, il est terrible. Et que ça soit dans le milieu du sport ou que ça soit dans d'autres piliers de ta vie, il est terrible et ça, j'en ai bien conscience. Mais il faut certainement et surtout pas t'avachir. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, et si elle peut t'aider, je sais pas si tu as déjà vu sur le net une photo, je vais te la décrire pour que tu puisses te l'imager. Tu as donc la photo qui est divisée en deux parties. Okay, donc elle est divisée à l'horizontale. Donc tu as la partie d'en haut et la partie d'en bas. La partie d'en haut, tu as quelqu'un avec sa pioche qui creuse, ok, mais qui abandonne. En bas, tu as la personne qui creuse un peu plus loin et qui tombe sur un trésor. Ça veut dire que la personne qui était en haut, lui restait que quelques coups de pioche pour atteindre son objectif. La personne d'en bas a eu le courage d'aller au-delà, de passer la main sur le front comme ça, de dire je suis, j'en peux plus, tu vois, mais je vais continuer parce que j'y crois. Et elle a atteint le trésor. Quand tu t'apprêtes à essayer d'aller mieux, c'est exactement la même chose. Ça peut prendre du temps. Et donc il faut continuellement que tu donnes des coups de pioche. Parce qu'il y a un jour, un matin, et ça peut arriver, au-delà de la blessure, de sentir un sentiment de renouveau. De putain, la nuit, elle a porté conseil, quoi. J'ai continué hier soir de me battre, de bosser sur mes projets, j'en pouvais plus sur le moment. Je suis allé me coucher, je me suis levé, j'étais fier de moi. Et je voulais qu'une seule chose, c'était réattaquer. Si à l'inverse, tu te serais allé te coucher sans avoir bossé, sans avoir fait ce que tu avais prévu de faire, tout comme le podcast que je suis en train de te faire actuellement, car il est 1h du matin. Tu te lèves le lendemain, t'es quoi? T'es dépité, en fait. Tu te dis, mais en fait, je me suis prouvé une nouvelle fois hier que j'étais une merde.
Mais la bonne nouvelle, c'est que t'en es pas une, parce que tout le monde peut donner ce coup de pioche en plus, en fait. Et ce coup de pioche, il peut se répertorier dans plein d'aspects de ta vie. Mais sous l'aspect de la blessure, il est super important. Il faut faire le premier pas. Je sais que c'est chiant quand t'as une douleur, que t'es devant ton PC, ou que t'es au travail, ou que, bref, t'es dans ta vie quotidienne de base et que tu la sens continuellement. C'est très chiant. Tu te sens, entre guillemets, handicapé par la chose, sans pour autant que tu le sois. Et tu sais, au début, quand je t'ai raconté le fait que j'ai éclaté un verre, que j'ai hurlé de toutes mes forces, parce qu'on ne savait pas par quoi j'étais passé. Ça, c'est quelque chose que j'avais expliqué en détail dans l'épisode numéro 74, mais j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, l'épisode s'intitule « J'ai cru mourir ». Et cet épisode n'est absolument pas putaclic. Parce que j'étais vraiment au bout de ma vie et tellement qu'on m'a mis sous antidépresseur pendant 1 an et demi. Et c'est drôle parce que je souris parce que c'est encore une fois, c'était la solution de facilité de me foutre sous traitement en fait. Alors que j'étais chez un médecin spécialisé, très bien réputé, où tu payes 80 balles la séance pour qu'il te dise « Tenez monsieur, voici votre ordonnance. Cassez-vous maintenant, s'il vous plaît, j'ai un autre client. » Je pense qu'on profite un petit peu trop de la gratuité justement de la France et des médicaments pour en attribuer une quantité énorme aux patients. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. C'est juste pour dire que donne ce coup de pioche en plus. Et surtout, ne te laisse pas abattre par la situation parce que c'est la pire des choses à faire. Je relis juste rapidement mes notes si tu le veux bien. Donc, j'ai parlé du fait d'arrêter de faire sa victime, de l'effort de 3 sur 10, de pas d'abandonner parce que ce fameux coup de pioche, et c'était surtout là où je voulais en finir, c'est que si tu donnes ce coup de pioche en plus, généralement, c'est la voie de la guérison, en fait. Quand tu abandonnes avant, que tu flanches, que tu décides d'avoir un lifestyle dégueulasse et que tu arrêtes le sport, bref, tout dépend de ta blessure, bref, que tu pars dans le sens qui est pas bon du tout pour ta vie et pour toi, et tu le sais en plus au fond de toi, tu mets juste une croix sur ce futur qui t'appartient, qui est celui de la guérison, en fait, de celui que tu seras guéri, que tu pourras reprendre ton activité physique. Et ça, j'espère que t'en prendras conscience à l'issue de cet épisode. C'est justement une période sur laquelle tu peux découvrir d'autres pratiques tierces qui n'aggraveront pas la blessure. Ce n'est que des excuses de ne rien faire, sauf qu'à l'extrême. Donc ça, je me l'étais noté. Et effectivement, tu vois, moi, dans mon cas, donc je suis blessé. Donc pour la course à pied, je vais pas te mentir que c'est un petit peu compliqué. Mais je me suis dit, ok, j'ai un vélo là qui traîne dans le garage. Je vais le prendre et je vais aller faire du vélo. Parce que ça me fait pas mal sous ce mouvement-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir un corps humain qui franchement est super bien foutu. Que ça soit une tendinite ou une déchirure musculaire ou autre chose, des fois la douleur te fait mal sous un certain angle, mais pas sous un autre. Et certainement c'est généralement, surtout pour les tendinites. Donc ça veut dire que quand par exemple tu es en musculation, tu peux faire par exemple du curl biceps, ça va te démonter aux haltères. Par contre, tu vas faire du curl biceps à la poulie avec des poignets un petit peu plus fluides, aucune douleur. Ou alors tu vas te pencher un petit peu plus en avant. Tu vois, ça dépend évidemment des individus, mais c'est pour ça que pour moi, il existe une multitude de solutions. Une multitude. T'es blessé au poignet, tu faisais de la boxe, pas de souci. Décide peut-être d'aller faire de la musculation. Bon, t'auras ton poignet, ça sera un petit peu compliqué, mais prends moins lourd, baisse le volume. Si t'as la capacité de mettre la barre dans ta main. Tu veux une petite anecdote là, vite fait comme ça, au milieu d'épisode? Allez, je balance comme ça. On était en soirée en 2016-2017, donc j'étais encore jeune, innocent, et surtout je faisais beaucoup le con à l'époque. Et j'étais complètement bourré, et à un moment j'ai tapé en fait on s'amusait à taper sur des carreaux de maison, tu vois, bon bref, on était des enfants, voilà. Et en fait je tape 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça faisait genre 1 an j'avais commencé la muscu, donc je crois que je me sentais plus trop, et je sentais déjà plus ma force, tu vois. Ou j'étais surtout très bourré, je pense que c'était surtout ça. Et je tape 1 fois, 2 fois, et je m'en souviens, la 3e fois, je sens ma main qui passe à travers la vitre. Et là, sous le coup de l'adrénaline, donc les autres sont autour, on explose de rire, on part en courant. Sauf qu'à un moment, je sens que ma main, elle se lance tout seul, tu vois. On était dans le noir, c'était la nuit, je ne voyais rien. Et là, j'ai mon pote qui décide d'éclairer. Il éclaire ma main, et ça pissait le sang. Ça pissait le sang. Je pourrais retrouver une vidéo, etc., que je pourrais te mettre, mais franchement, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Seulement, sache juste que ma main était dans un sale état et ça nécessitait plusieurs points de suture. J'étais ouvert en fait au niveau de l'intersection du doigt,
de cette main-là, ou je sais plus. De toute façon, j'ai encore la cicatrice. Hein. C'était ce doigt en question. Je crois que c'était celui-là, le majeur en plus, pour faire un bon gros fuck. 2 jours après, j'avais fait séance de muscu. Je suis pas allé aux urgences parce que mon père à l'époque m'avait dit tu te démerdes, ok, t'as fait ta connerie, tu te démerdes. Du coup, on avait mis une espèce d'attelle en place ou je sais pas quoi. Et dis-toi, aujourd'hui, je crois que c'est celui-là. Aujourd'hui, mon doigt n'est pas totalement droit par rapport à l'autre. J'ai un doigt qui est un tout petit peu plus renfermé et j'ai encore la cicatrice, je la vois. Je suis allé à la muscu. Je me suis adapté. J'ai fait ma séance. J'étais blessé au doigt, hein, il était semi-ouvert le truc. Hein. J'ai fait ma séance. Quelques mois plus tôt, j'étais tombé à moto. La moto qui faisait 130 kilos m'était tombée sur le pied. Ma jambe, mon pied s'était pris sous la carcasse, je sais plus comment on dit le terme, mais le réservoir de la moto. Donc autant te dire que ça m'a mis dans une très mauvaise situation. J'ai eu une entorse. J'étais en béquille. C'était ma première année de muscu. Je descendais et la salle était à 1 kilomètre avec une dénivelée, mec, d'enculé avec des marches en béquille. C'était impensable. J'allais à la salle. Je faisais l'aller-retour et je retournais en cours. Genre n'importe qui aurait pu se dire non mais c'est bon, je me contente. Les gens me voyaient arriver à la salle en béquille, ils me disaient mais gros, mais c'était pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu fais mec? Repose-toi, juste reste assis, tu vois. Mais tu vois, déjà à l'époque, j'avais ce truc de mec, c'est au charbon quoi qu'il arrive. Bon, alors aujourd'hui, tu me diras, mon entorse, c'est pas nécessairement très bien réparé. Bon, bref, t'as compris l'idée. C'est surtout pour te faire comprendre qu'il faut que tu restes en activité. Évidemment, fais en sorte que ta blessure se soigne. Mais ne trouve pas d'excuses à travers le fait que t'es blessé pour ne rien faire. Tu peux tout de même aller à l'entraînement. Et voilà, la fameuse citation du « tu ne peux pas courir, marche ». Alors, ça fait très gourou, ça fait très la personne qui va te dire « tu peux pas marcher ». Eh ben, tu rampes, tu peux pas ramper, eh ben, je m'en fous, tu restes au sol et tu réfléchis à comment tu peux avancer quand même, tu vois. Ça fait très vidéo, motivation, etc. Mais je trouve que si on prend le fond de cette citation en question, de tu ne peux pas courir, marche, tu peux pas marcher, rampe. Je trouve que cette citation, elle reste quand même super forte malgré tout. Parce que c'est vrai, en fait. Moi, je miserais toujours sur quelqu'un qui, il peut lui arriver un nombre de couilles incalculable dans la vie. Moi, je miserais toujours sur quelqu'un qui, à chaque fois, s'en sort. Trouve une solution. Et je miserais jamais sur quelqu'un qui, il lui arrive tout dans la vie de tout beau, tout rose. Il a pas un pépin dans sa vie, tu vois. Et du coup, potentiellement, il réussit, ça va dans son sens. Moi, j'ai tendance à moins respecter ces gens-là. Je respecte plus ceux qui auront plein de galères, mais qui, malgré tout, vont passer au-delà de ces galères. Après, tu me diras, j'en connais pas beaucoup. Même voire pas du tout, en fait, qui n'ont eu aucune galère dans leur vie, mais c'est pour dire qu'il y en a certains qui en ont moins. Et moi, je serais toujours partisan d'encourager les gens qui se donnent la peine malgré tout. J'ai un exemple tout frais. Aujourd'hui, je me suis entraîné avec mon cousin à la salle. Big up Louis. Et Louis, ça fait 10 mois que je le coach. Il a eu des super progrès, donc je suis trop content pour lui. Et Louis, il a eu plein de bas. Il a eu plein de moments où il m'a envoyé des messages. Il m'a dit, écoute Tom, je change, je progresse plus, ou aujourd'hui ça va pas. Il m'a déjà, et je pense qu'il m'en voudra pas si je le dis parce que c'est totalement humain et je pleure aussi et tout le monde pleure en fait. Fais pas genre à toi qui me regarde ou qui m'écoute, tu pleures aussi. Si c'est même dans ton lit, tu pleures aussi. Des fois, il m'envoyait des messages en pleurant et il était juste au bout de sa vie, tu vois. Parce que, bon, après, il y avait évidemment sa vie perso à côté qui allait pas très bien, mais c'était pas que lié à l'entraînement, et heureusement d'ailleurs. Mais parfois, il était pas bien. Et aujourd'hui, il est toujours là, quoi. Il fait toujours ses 3 séances par semaine. Le mec, il bosse, c'est un mec qui taffe, tu vois. Il se trouve pas d'excuses, il va à sa séance. S'il peut pas faire sa séance le dimanche, il va le faire samedi. S'il peut pas le faire samedi, il va se lever plus tôt le matin pour aller le faire samedi matin ou le dimanche matin. Je reçois des vidéos de lui où il y a personne à la salle, tu vois. Donc, moi, je respecte davantage ces gens-là, qui, oui, peut-être ont peut-être stagné pendant 2 mois, qui ont peut-être pas donné la meilleure version d'eux-mêmes parce que sur le moment, ils étaient pas bien, mais ils sont toujours là. Toujours cette putain de notion de long terme. Et aujourd'hui, certainement pas que je veux me mettre en avant, mais je suis très content de mon physique. Et bien que ça se voit peut-être pas à la caméra, on s'en branle, de toute façon, c'est pas le but à la base, j'étais même pas censé être torse nu. C'est juste pour dire que plein de gens arrivent maintenant et pensent que ça s'est fait en quelques mois ou ne serait-ce que quelques années. Mais les amis,
Et là, il y en a certains qui vont être choqués, vont se dire ah ouais, en fait, t'as que ce. Et j'en ai bien conscience parce qu'il y a eu beaucoup, et j'ai toujours pas fait d'ailleurs mon épisode sur mon parcours complet en musculation parce que je procrastine beaucoup ça pour la simple et bonne raison que c'est énormément de boulot, parce que j'ai envie de faire les choses bien. J'ai eu en gros 8 ans. J'ai commencé en 2016, donc en fait, ça fera 9 ans au mois d'octobre que j'ai soulevé mes premiers poids. Et je te dis ça, mais avant même ça, je faisais des pompes, des abdos dans ma chambre pendant 1 an et demi, voire même 2 ans. Parce qu'à l'époque, j'étais en crush sur une meuf. Donc ça fait un paquet d'années que je m'entraîne en fait. En fait, s'il faut l'arrondir, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Est-ce que j'ai le physique d'un mec qui s'entraîne depuis 10 ans? Pas du tout. Est-ce que je m'en veux? Est-ce que j'ai honte? Pas du tout. Parce que chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a son parcours. Et moi, je sais juste que pendant ces 8 ans de pratique, bah, il y en a seulement, je considère 4 qui ont été à peu près valides. Parce que le reste, c'était l'entretien. J'avais le monde du travail, j'avais ma copine à l'époque. Je voulais pas du tout m'emmerder avec la progression. Donc juste, je me contentais de faire quelques tractions, quelques dips, juste pour m'entretenir. Et puis, s'il faut se dire les choses, mes débuts en musculation, j'ai fait pas mal de merde aussi. Donc, moi, c'est drôle, tu vois, et je ferai d'ailleurs une vidéo, tu peux me suivre sur mon compte motivation, mais je considère avoir commencé à vraiment progresser l'année dernière. Quand je suis sorti de ma certification avec un max de connaissances pour faire ma propre programmation, après que je sois sorti 6 mois de coaching avec mon coach Virgile de l'époque pour le street, où j'avais déjà quand même pas mal pris avec lui, et où j'ai fait ma programmation, où je me connaissais à 100%, et où j'ai fait une surcharge progressive sur tous les mouvements. Et surtout où j'ai inclus les mouvements polyarticulaires, chose que je ne faisais jamais avant. Et évidemment, quand tu mets plus lourd, que tu mets plus d'intensité, et que tu arrêtes de trouver des excuses, et que tu arrêtes de dire ouais, je fais entre 8 et 12 reps, non, ta gueule, tu te donnes à fond en fait. Oh bah tiens donc, oh bah tiens, c'est étonnant ça. Il y a 2 ans, je faisais 62 kilos, j'en fais 70 aujourd'hui, et j'ai pas pris un pet de gras. Donc, c'est juste pour dire que le parcours de chacun sera différent, et je n'ai pas du tout atteint ce physique en 1 an. J'ai juste, à chaque fois, acquis l'habitude d'aller m'entraîner. Et si je n'aurais pas acquis cette habitude, jamais peut-être j'aurais eu ce jour où j'aurais donné mon coup de pioche et me dire, je vais créer ma propre programmation. Et donc arriver au physique d'aujourd'hui. Rien ne sert à rien. Tout ce que tu fais dans ta vie, même si sur le moment ça te paraît inutile, ça sera au profit de ton futur, ça je peux t'en assurer. Et il y a certaines choses, ça sera 0,1% sur les 100%, d'autres 0,0001%, mais pour moi, rien ne servira à rien si ton action est positive. Si tu vas t'entraîner et que tu n'as pas de résultat sur le moment, c'est pas grave, continue d'acquérir cette habitude d'aller à la salle. Tu te remercieras plus tard. Et ça, c'est le discours que je m'adresse au Thomas à sa première année de muscu. On a un petit peu divergé là, hein. Je sais pas ce que t'en penses. De toute façon, on a fait globalement le tour, on va se laisser parce que c'est 1h33 du matin, voilà, c'est tout à fait normal, Thomas. Je devais me coucher tôt ce soir, donc c'est parfait. J'avais quand même noté un petit PS. Attention néanmoins à ce qui est sur Internet, l'importance de tirer tout ce qui te semble le plus juste sur le moment et de faire ta propre recette. De certainement pas s'identifier à ce seul blog qui dit que t'as le cancer, tu vois, ou même de s'identifier, même si ça peut paraître rassurant parfois, aux problèmes des autres. Tu sais, tu vas dans les commentaires sur Doctolib ou je sais pas quoi, et tu vas regarder ce que la personne elle a, ce qu'elle a vécu ensuite, comment elle l'a vécu aussi bien mentalement que physiquement. Ça pour moi c'est une aberration, c'est des conneries. N'identifie pas à elle parce qu'on a tous des corps, des réactions différentes et on a tous des vies différentes aussi. Donc rien ne colle littéralement pour que tu puisses t'identifier à ces gens. Donc d'où l'importance, et on revient sur ce que je t'ai dit au début, prends des notes sur ce que tu fais, sur tes ressentis, etc. et crée ton propre blog que tu gardes pour toi. Mais arrête de t'identifier et de regarder la vie des autres. Concentre-toi sur la tienne. Et je vais te laisser là-dessus. Je te fais des bisous, voilà. Tout cela s'applique pour des problèmes mentaux, hein, tout ce que j'ai dit là, évidemment. Rien n'est jamais fini. Le jeu n'est jamais fini. Enfin, tu n'es pas dans un cul-de-sac, ok. Tu peux arriver dans un cul-de-sac, mais il y a toujours un trou de souris quelque part. Et tu peux faire en sorte de ce trou de souris, tu l'agrandis ou tu tisses dedans, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, mais reste pas dans ce cul-de-sac qui n'est que mental. Ça, pour moi, c'est une certitude. Quand tu commences une action, tu déboules sur une autre. Et ainsi de suite. Bref, merci à toi d'avoir écouté l'épisode. Merci à tous pour votre retour de l'épisode numéro 122.
J'ai peur de dire une bêtise parce que je crois qu'on est au 123 actuellement, de la semaine dernière qui vous a beaucoup plu. Donc en vrai, je suis très content de vos retours. Merci à vous. Le vide après avoir tout accompli sur Spotify et le fait que je déprimais sur YouTube. Voilà, les titres sont complètement différents sur les deux plateformes, évidemment, pour essayer d'attirer un petit peu plus de public. Mais c'est juste pour dire que je suis entièrement gratifiant de tout ça. Et puis, bah, merci pour ça. N'hésite pas, si évidemment le podcast te plaît et que tes nouvelles, de mettre un 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast. Tu peux évidemment laisser un commentaire aussi sur Spotify. Tout ça, c'est dans la section à propos. Ok, et c'est la seule manière de me rendre tout ça, en fait, du fait d'avoir ton épisode chaque semaine, du fait d'essayer de t'aider malgré tout. Mais moi, ça reste un kiff évidemment parce que je fais ça avant tout pour moi. Et si j'aurais pas ce podcast, j'irais très mal dans ma vie. Parce que ces 122 épisodes qui précèdent, c'est pas des épisodes comme ça en fait. Chacun des sujets qui sont sortis, et outre les duos évidemment, c'est des bouts de puzzle de ma vie en fait. Et j'avais besoin de les mettre à ton profit pour que tu puisses de ton côté aussi à toi construire ton propre puzzle. Et je pars du constat que, et c'est ça qui m'excite en fait à continuer ce podcast, c'est que chaque pièce de ce puzzle vont donner un putain de puzzle à la fin, les gars. Et il faudra peut-être 200, 300, 400, 500, 600, 1000 épisodes pour que ce puzzle en question voit le jour. Et ça, je suis prêt tout bonnement à mettre tous mes efforts là-dedans pour le faire. Parce que c'est... Je t'invite vraiment à parler devant une caméra ou un téléphone, et même c'est pour garder ça pour toi, parce que ça fait beaucoup trop du bien en fait. Et c'est con, mais si t'es dans le monde du travail, si tu penses que c'est ridicule de faire ça en public, ça fera la diff sur ton CV. Ça montre quelqu'un qui entreprend, qui a faim, et qui veut certainement pas se contenter de juste écouter les autres, mais qui aussi veut avoir sa part du travail et sa part du butin dans le monde du podcast ou de la vidéo, de la création de contenu, etc. Bref, j'ai beaucoup trop divergé. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. C'était beaucoup trop bien cet épisode, les amis, j'ai trop kiffé, j'espère que toi aussi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un duo, c'est officiel. Après je dis ça, mais je suis assez un connard parce que ça fait 2 semaines que je repousse, 2 semaines, ça fait 1 mois et demi Thomas que tu le repousses cet épisode, avec Shani, donc j'ai hâte que tu découvres ça. Une personne qui habite en Indonésie et qui a donné toute sa vie ces 30 dernières années pour sauver une espèce de singe qui s'appelle les gibbons, sans parler de tous les animaux sauvages tels que les tigres et plein d'autres encore, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris. On a enregistré ça en studio, donc je suis entièrement gratifiant de ça et j'ai hâte que t'écoutes parce qu'il a raconté des dingueries, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Tu n'es pas prêt. Donc active la cloche sur les plateformes d'écoute et sur YouTube si t'écoutes ça sur YouTube. Bisous les amis.